Et bonjour tout le monde, merci beaucoup de continuer à suivre cette première série de paroles de rédacteurs. Et vous allez découvrir dans cet épisode justement un petit débat entre François, entre Pascal, Tia et moi sur les différentes histoires qui ont été racontées précédemment. Donc si vous avez envie de profiter pleinement de cette discussion-là, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil sur les autres vidéos précédentes dans cette série si vous ne les avez pas encore vues. Il s'agit des premières fois. Pour François, la première fois qu'il a fait quelque chose qui n'était pas ce que son client souhaitait. Pour Pascal, la première fois qu'elle a livré un texte sur Textbroker et comment ça s'est passé. Et pour Tia, la première fois qu'elle est tombée sur un mauvais client, un client qui ne lui a pas voulu du bien. Donc, n'hésitez pas, on va en profiter entre nous pour nous questionner un peu sur les sujets. On attend de vous aussi, dans les commentaires, beaucoup de retours, beaucoup de remous, beaucoup d'encouragement. Allez-y, envoyez-nous votre bonne énergie et dites-nous bien si ce projet-là vous plaît, si vous avez envie d'en voir plus, parce qu'on pourrait en faire quelque chose de régulier. On compte sur vous pour avoir ce retour-là. Et ben voilà, profitez-en bien et je vous dis à bientôt. Et voilà, dernier épisode justement de cette série. Nous sommes donc toujours 4. Nous sommes avec François, avec Tia et avec Pascal qui nous ont chacun raconté une première fois. Et là, c'est le petit moment détente, la petite vidéo dans laquelle on va pouvoir un peu dire les uns les autres justement ce qu'on a pensé, ce à quoi ça nous a fait penser. Poser quelques questions en plus pour en savoir un peu plus. Donc nous avons l'histoire d'un rédacteur qui a voulu trop bien faire, quitte à ne pas faire ce qu'on lui demandait. On a l'histoire de Pascal qui a fait un premier travail sur plateforme et où ça s'est très bien passé, même si elle a passé une journée entière à faire une réécriture. Mais pour le coup, ça a été un grand succès. Et nous avons l'histoire de Tia, qui est justement un peu le quotidien de pas mal de rédacteurs web à Madagascar, à savoir le fait d'être en bout de chaîne de personnes qui passent la commande à la personne qui passe la commande à la personne qui passe la commande jusqu'à la personne qui écrit. Et voilà, et ça s'est pas bien passé pour elle à ce moment-là. Donc voilà, on va passer la parole à François qui avait une première réaction, je crois, à propos de l'histoire de Tia. On t'écoute. C'est contrairement à l'histoire de Pascal que j'ai vécu aussi, parce que moi j'étais super content d'être enfin payé. L'histoire de Tia, c'est vrai qu'en France, peut-être que ça existe, mais alors si on a eu déjà des témoignages dans le cercle où c'est vrai qu'il y a des rédacteurs qui sont un peu pressurisés par leurs clients et tenus un peu comme ça dans les taux. Mais l'histoire de Tia me fait penser à quelque chose qui est en train d'évoluer aussi, tout ce qui est côté rédacteur automatisé, enfin la rédaction automatisée, qui en fait c'est en suivant un webinaire parce que je m'intéresse quand même aux outils et c'était présenté par 2 référenceurs SEO mais qui parlaient tellement mal des rédacs de malgache et offshore, mais c'était scandaleux en fait, c'était presque du racisme clairement, affiché comme c'est la machine qui remplace ton malgache, et ils parlaient de ça pendant 1 heure et c'est terrible. Mais alors évidemment ils étaient là à justifier oui, enfin, on sait bien, on le dit pas trop fort parce qu'on sait bien qu'il y a des bien-pensants ici et on peut pas parler comme ça des malgaches, mais soyons clairs, voilà, on essaie de les remplacer et il faut que ça coûte encore moins cher. Ouais, c'était terrible la façon dont ils avaient d'en parler, comme si c'était des bêtes, quoi. Mais l'outil, c'est vrai que malheureusement, il risque de remplacer beaucoup de gens parce que c'est fait pour faire. Certains outils sont très bons en qualité, j'en ai testé, c'est assez impressionnant au niveau. C'est du 3 ou 4 étoiles parfois sur Textbroker, enfin, ce qu'ils estiment être 3-4 étoiles. Donc finalement, l'avenir pour beaucoup de rédacteurs, ce serait aussi d'utiliser ces outils pour peut-être, au lieu de gagner 1 centime du mot en je sais pas combien de temps, le faire en beaucoup plus rapidement, ça peut être une solution. Et sinon, l'autre, c'est de faire comme nous, c'est-à-dire se former et faire de la rédaction différente, plus qualitative. Pourquoi pas les 2 ? Voilà. Mais de toute façon, en fait, Tia, tu réponds quoi, toi, aux gens qui disent que les rédacteurs web à Madagascar, ils font de la merde ? Comment tu réagis à ça ? Comment tu l'expliques ? Moi, j'aime bien justement les explications que tu m'as déjà données, le contexte autour de ça. Ça permet de comprendre un peu le sens aussi. Profitons-en. Ils sont raison, mais en même temps, ils sont tort. Parce que oui, il y a des rédacteurs web malgaches qui travaillent très mal, mais ça, c'est parce qu'ils sont forcés de travailler très mal, parce qu'il y a un quota
À respecter. À respecter, oui. Et aussi parce qu'ils sont mal formés. À Madagascar, il n'y a pas vraiment une bonne formation. Les formations, c'est juste pour s'enrichir. Donc, voilà. Mais non, c'est pas c'est pas parce qu'on est malgache qu'on écrit mal, c'est juste qu'on n'est pas formé, on ne connaît pas les enjeux de communication d'un texte. Voilà, il y a plein de choses qu'on ne connaît pas et on n'a pas aussi le temps de faire un bon travail. On ne nous quitte pas en général, mais il y a de bons rédacteurs web malgaches, comme à la Chance École. comme dans ça. Mais c'est vrai que là-dessus, je pourrais déjà amener quelque chose en disant que les différentes personnes qu'on a rencontrées du cercle qui viennent justement de la francophonie africaine, qu'on appelle offshore, et que les référenceurs fuient comme la peste en disant que c'est de la très mauvaise qualité. Ceux qui sont là, on a David notamment qui est chef d'agence, qui forme ces éléments et qui fait des très bons textes aussi directement. Lui, il est au Bénin. On a des personnes au Mali, on a Christ notamment qui est au Mali, on a y a quelqu'un de Côte d'Ivoire, je sais plus son nom, je suis désolé, là dans l'instant. On a eu aussi une vingtaine, trentaine, je pense, d'élèves à l'époque de la MFM et aujourd'hui encore, il y en a dans le cercle qui sont de Madagascar et sincèrement, je suis face à des gens à chaque fois, que ce soit pour les former, pour les accompagner ou pour partager avec eux, je suis face à des gens qui ont toutes les compétences et toutes les capacités, mais simplement, la plupart du temps, on leur a pas dit qu'il fallait aller jusque-là. On leur a dit, il faut que tu produises 2500 mots par jour, 3500 mots par jour, donc tu lis un texte, tu le réécris tout de suite, tu ne te relis pas, tu livres directement, tant pis s'il y a des fautes, etc. Sauf que moi, mon opinion a commencé à changer quand je me suis retrouvé face à des gens, à Madagascar notamment, et je salue la personne en question, les personnes en question, qui avaient des diplômes universitaires au-dessus du mien. Il y avait des gens au Bénin qui avaient des diplômes, des doctorats et des trucs comme ça. T'apprends à fermer ta gueule à ce moment-là et t'apprends à avoir du respect sur à peu près tout en te disant mais en fait comment on en est arrivé à penser qu'il pouvait y avoir des pays entiers incapables de faire des textes de qualité en français dont c'est la langue maternelle au même titre que nous et je pense que là-dessus c'est vrai qu'à Madagascar notamment s'arrêter un peu, prendre le temps, se former, apprendre à faire mieux, apprendre à être plus dans le détail, apprendre à être fier de ce qu'on livre, fera toute la différence pour tous les rédacteurs qui nous regardent. C'est vraiment là-dessus que ça se joue, parce qu'il n'y a personne qui n'est pas bon. Ça n'existe pas. Il n'y a pas un pays incapable de produire un bon rédacteur, ça n'existe pas. Donc si vous le pensez, c'est qu'on vous l'a trop dit. Et il est temps de changer d'avis sur cette question-là, que vous soyez en France ou que vous soyez dans un de ces pays. Il est temps de changer cette question-là. Un bon rédacteur est un bon rédacteur où qu'il soit dans le monde. Voilà, c'est à ça que je pensais justement. Et puis surtout à Madagascar, on va pointer notamment le guide que tu as écrit, Tia, justement pour les différents élèves, qui s'appelle le guide de survie du rédacteur web à Madagascar, où tu as travaillé avec 35 personnes justement pour faire un vrai point sur la situation. Et où on découvre en fait des sociétés pyramidales, des rapporteurs d'affaires greffés les uns sur les autres jusqu'à 7 niveaux pour avoir à la fin un petit rédacteur web qui est payé plus qu'une misère et qui doit produire massivement avec tous les autres au-dessus qui s'enrichissent sans rien faire. Et ça, c'est un système qui est très implanté à Madagascar. C'est ce que tu me disais, je crois. Oui. On est d'accord que ça, c'est pas fait pour faire de la qualité. Ouais. Ouais, bon, d'accord. Expansive comme toujours. Expansive. Mais bon, et donc c'est vrai que de l'autre côté, Pascal, toi, tu as expérimenté les plateformes et tu y es resté. Qu'est-ce que tu conseillerais, toi, aux gens qui veulent démarrer sur les plateformes ? C'est une question qui arrive souvent, vu qu'on parle de ta première fois là-dessus. Qu'est-ce que toi, t'en penses des plateformes ? Outre le fait qu'on les respecte et que, voilà, c'est un business model, il n'y a pas de problème, mais... En tant que rédactrice web, qu'est-ce que ça change pour toi ? Alors, ce que ça m'a apporté, en fait, c'était de la pratique. Pour moi, la plateforme, c'est un terrain d'essai, vraiment.
C'est un moyen de se tester, c'est un moyen aussi de voir ce qu'on peut proposer en termes de rédaction web, même s'il y a quand même une nuance entre les briefs que j'ai pu lire sur la plateforme et les briefs dont on parle lorsqu'on travaille avec l'agence école. C'est pas du tout la même chose. Voilà. On est quand même sur deux niveaux différents. Mais ça donne quand même une petite idée. Ça permet de se faire la main, par exemple, sur les balises, parce que c'est pas quelque chose qui s'invente, hein, c'est une technique qui s'apprend. Donc, ça permet de se faire la main là-dessus. Et ça permet aussi alors on va pas s'enrichir avec les plateformes, ça c'est sûr et certain, sauf si on est H24 dessus et que on prend absolument toutes les commandes, mais sinon on fera pas d'argent avec ça et on fera pas forcément de la qualité non plus, parce que ce qu'il faut savoir en plus sur les plateformes, c'est que quand on a envie de tellement bien faire parce qu'on apprend son métier et parce qu'on a vraiment envie de montrer toute l'étendue de son talent, de ses connaissances, enfin bref, peu importe, on fait de la surqualité. Et on fournit donc à tous ces clients qui viennent chercher finalement du bas prix, de la surqualité. Et au final, pourquoi est-ce qu'ils iraient chercher un rédacteur web qui a des tarifs normaux, alors que sur les plateformes, on peut trouver des gens qui sont tellement pressés de bien faire que finalement, on leur sert des choses qui sont pas trop mal et puis pas cher du tout. Donc, il faut vraiment garder à l'esprit que c'est pas le lieu de l'épanouissement professionnel, mais c'est un bon outil pour se faire la main. Voilà. Pour se faire la main, pour voir un petit peu ce qu'on vaut, pour voir si, par hasard, on peut être récupéré pour faire partie d'une équipe. Parce que ça aussi, c'est assez valorisant, en fait, hein, quand des clients vous écrivent en vous disant « Tiens, j'aimerais bien que vous fassiez partie, j'aime bien votre travail, je voudrais que vous veniez dans mon équipe. » Et puis, voilà, ça fait plaisir. De voir aussi qu'on peut monter dans le classement jusqu'aux 5 étoiles, ça fait plaisir aussi. Même si, honnêtement, du travail pour les 5 étoiles, il n'y en a jamais. Hein. C'est extrêmement rare. Donc, c'est bien de rester dans les 4. Finalement, on est très bien dans les 4. Ne voyons pas trop, ça ne sert à rien. Mais donc, voilà. Moi, je me souviens qu'il y a quelques années de ça, avec Séomantic, à un moment donné, j'avais reçu une commande qui était une commande infernale, le genre de commande que vous ne voudriez pas avoir. Un cocon sémantique entier sur les systèmes d'emailing et les protocoles. D'accord. Voilà. Tellement sexy. Et je devais le faire parce que je travaillais avec Laurent Bourrelli et que c'était un de ses clients et qu'il fallait le prendre en charge. Mais dans mon équipe, il y avait personne pour faire ça. Donc, je suis allé sur Textbroker, j'ai demandé si ça intéressait quelqu'un. Et je suis tombé sur un gars qui m'a dit « Moi, je te le fais, mais à une condition. » Alors, je lui ai donné les tarifs que j'avais. À l'époque, je n'avais pas des gros tarifs. Et il me dit « Ouais, c'est vraiment pas bien payé. » Je dis « Bah non. » Il me dit « Bon, alors tu me donnes toute la commande. » Je dis « Non, mais j'ai un mois pour la faire. J'ai 100 textes en un mois. » Il me dit « Ouais, c'est bon, je te l'ai fait, mais par contre, toi, tu me donnes toute la commande. » Donc, ouais, on va commencer un petit peu. Il me fait un texte. Le texte, il tient la route. Il y a des protocoles. Je vérifie les infos à droite à gauche. Tout est juste. Donc, je lui dis, bon, bah, ok. Et puis, je lui ai donné ça. Et il a fait toute la commande en 3 semaines, 1 mois. Et je les ai montrés au client qui les revérifiait à chaque fois parce que s'il y a sa réputation, au client aussi, il doit pas dire de conneries. Tout était nickel. Tout était juste. Donc, à un moment donné, à la fin de la commande, j'ai payé le rédacteur via la plateforme, puis je lui ai envoyé un petit message privé dans lequel je lui disais merci, et puis je lui disais des trucs, et puis je parlais un petit peu, et puis en fait, quand tu lisais les premiers mots de toutes les lignes, ça faisait « Contacte-moi, voilà mon adresse », parce qu'il y avait les systèmes qui vérifiaient en permanence, on pouvait pas donner ça, donc j'avais donné mon adresse mail d'une manière ou d'une autre, et puis 1 heure après, j'ai reçu le mail « Salut, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble ?» Je dis « Toi, tu vas venir dans mon équipe », et il s'appelle Fabrice, il a arrêté, il est salarié aujourd'hui dans une boîte, mais il a été un des plus gros piliers de Séomantic pendant presque 4 ans, je crois 4 ou 5 ans, et ça a été vraiment un bras droit dans l'histoire et une mec qui avait une rigueur dans son travail qui était totalement dingue. Voilà pour la petite histoire que j'ai avec Textbroker. Je vous ai piqué quelqu'un, coucou, voilà. Mais c'était un mec qui valait beaucoup plus que vous, désolé. Mais alors, petite parenthèse, il a jamais quitté Textbroker. Il est toujours resté fidèle à la plateforme. Et je lui disais, mais arrête, viens travailler qu'avec moi ou fais des contrats à côté. Il me dit, non, ils étaient là pour moi. Ils répondent à mes messages. Ils sont bien. Moi, je continue avec eux. Et c'était un mec très fidèle qui est resté très fidèle à Textbroker. Pendant tout le temps où il travaillait avec moi, il continuait à travailler avec eux. Eux lui téléphonaient pour qu'ils prennent en charge des projets. Il les a jamais lâchés. Voilà, c'était un mec bien. C'est toujours sans doute un mec bien. J'ai plus de nouvelles de lui depuis quelques années, mais c'est toujours un mec très bien, j'en suis certain.
Voilà pour l'histoire. Et puis, de ton côté, François, pour finir là-dessus, en fait, toi, c'est vrai que ton histoire d'un client qui n'apprécie pas le fait qu'on ait changé sa commande, ça, c'est quelque chose qu'on entend encore un peu trop souvent et qui est très compliqué à comprendre pour les rédacteurs web qui pensent savoir mieux faire que leurs clients et qui ont souvent raison. Mais parfois, dans ton cas, par exemple, Thor, c'est plus une question d'immaturité de rédacteur, en l'occurrence, le fait de se dire « je ne sais pas pourquoi il m'a demandé ça, mais il a peut-être une très bonne raison », qui est la première question que le rédacteur se poserait. Il y a eu ce truc qui a un peu switché, mais voilà. Et je voulais juste, pour ça, moi, l'élément que je voulais donner par rapport à ça, et je te laisse réagir, c'est ce que je dis à tout le monde, que ce soit à mes élèves ou à mes anciens partenaires ou les rédacteurs avec qui j'ai pu travailler, c'est on peut discuter de tout, absolument de tous les points d'un briefing, sans problème. Mais quand on démarre, quand on tape, quand on est d'accord, on ne bouge plus la moindre virgule jusqu'au bout. Mais tout peut être discuté avant. Mais après, il faut que le client soit sûr de ce qui se passe. Si vous allez dans un restaurant, que vous êtes un petit peu gros comme moi, d'accord, et que vous choisissez la belle assiette de hamburger frites, et que le serveur vous ramène une salade à la place, en disant « nous avons estimé que c'était mieux pour vous », voilà, je trouve que l'image est assez parlante. Qu'est-ce que tu en penses? Non, c'est vrai, mais c'est terrible. C'est peut-être aussi c'est personnel. Je veux dire, c'est un trait de personnalité de vouloir bien faire. On est très sincères. Tous les rédacteurs sont sincères dans l'idée. Mais on pose problème dans le mécanisme, dans les rouages, et ça fait perdre du temps et de l'argent aux clients. Et ça, c'est pas possible. C'est pour ça que dans mon témoignage, je disais bien. Discuter au départ de tout. Faut pas qu'il y ait de zone d'ombre, et dès qu'il y a une zone d'ombre en cours de travail, poser la question, mais pas prendre d'initiative. J'ai eu le cas avec dans le cercle, en faisant les premières commandes, c'était mon problème, c'est que je veux bien faire, mais je finis par poser problème. Mais là-dessus, la manière de résoudre ça, c'est qu'il faudrait que tu concentres ton énergie dans un premier temps à comprendre le pourquoi de la commande. Exactement. À partir de là, c'est peut-être moins grave si tu prends des initiatives qui amènent quelque chose de meilleur si tu as vraiment compris ce que le client voulait atteindre. Mais parce que là, ton client qui voulait faire du putaclic sur Dailymotion, il n'avait pas forcément de respect pour ses vidéos. Il avait peut-être une intention totalement différente et ça faisait peut-être partie d'une stratégie marketing très différente. Exactement. Et dans son cadre, dans son paradigme à lui, le fait de faire du putaclic était la meilleure option. Le fait que ça n'a pas été fait a été un problème. Mais peut-être que dans d'autres cas, il y a des gens qui ont imité quelqu'un qui faisait du putaclic parce qu'il voulait son succès, et en fait, ils ne se rendent pas compte que ça va détruire leur image de marque. Donc là-dessus, le plus important, c'est de comprendre ce que la personne veut vraiment faire dans l'histoire. Et ainsi, peut-être lui apporter des conseils, encore une fois, avant. Et après, on tape, et après, on fait. Comme quoi, le rédacteur a un rôle important dans tout le processus. Essentiel même. S'il est là pour concrétiser les pensées des gens en mots et en communication, il a intérêt à vraiment connaître la pensée de la personne, quoi. Mais bon. Très bien. Eh ben, écoutez, merci beaucoup tous les trois d'avoir participé. Merci Tia, merci François, merci Pascal, merci pour cette première partie. On espère que nos auditeurs et que nos téléspectateurs ont apprécié. On espère que dans les commentaires, vous allez continuer ces conversations-là aussi et nous raconter un peu ce que vous en pensez de ces trois problématiques intéressantes qu'on a rencontrées. Est-ce que vous êtes déjà allé sur des plateformes? Est-ce que ça s'est bien passé? Est-ce que vous avez déjà pris certaines initiatives par rapport à un client en pensant bien faire et finalement, ça s'est un peu retourné contre vous? Est-ce que vous êtes dans un de ces pays comme Madagascar qui souffrent un peu de soit l'image publique qu'ils peuvent avoir, soit la réputation, soit juste que vous faites escroquer par des gens de votre propre pays qui essayent de tirer un maximum de vous. Racontez-nous aussi ces réalités-là, ça sera toujours très bon pour nous d'avoir plus d'échanges et plus de compréhension de ce qui se passe ailleurs pour pouvoir mieux réagir tous ensemble. Merci beaucoup et on se retrouve bientôt pour une nouvelle série. Et voilà, et j'espère, n'hésitez pas, encouragez-nous, dites-nous si ça vous plaît. On continuera avec plaisir. Je vous dis au revoir tout le monde. À très bientôt. Bye bye.
Et voilà, notre part de débat s'arrête ici, le vôtre commence dans les commentaires, n'hésitez pas, donnez-nous vos points de vue, donnez-nous vos appréciations, racontez-nous un peu ce que toutes ces vidéos vous inspirent, ça nous intéresse beaucoup. Je vous rappelle également que nous avons une mini-formation gratuite, sans engagement, qui fait 2 heures de vidéo et qui vous explique tout le métier de rédacteur web avec beaucoup de simplicité et beaucoup de réalisme. On va pas vous vendre de rêves, c'est pas notre deal, c'est pas là-dessus qu'on travaille. Donc profitez-en bien, regardez ça, inspirez-vous et on se donne rendez-vous si jamais vous nous encouragez suffisamment. On a besoin de votre énergie. On se retrouve bientôt pour d'autres paroles de rédacteurs. À bientôt.